14 juin 2011, 9h15 du matin. Un opérateur du 911 de la ville d'Elkton répond à un nouvel appel. La voix au bout du fil est masculine, légèrement rock, avec un accent caractéristique du Sud. Il se présente, Michael Sloan. Il habite à une maison de chez les Haven. Il parle calmement, mais une tension est perceptible dans sa voix. Il explique que depuis plusieurs jours, un bruit étrange provient de la maison voisine. Un bourdonnement constant, comme si une pompe ou un équipement quelconque fonctionnait. Et à cela s'est ajoutée une odeur désagréable. L'homme la décrit comme chimique, avec une note de quelque chose d'amer. Le voisin précise qu'on n'a pas vu les propriétaires de la maison depuis longtemps. Les lumières ne s'allument pas aux fenêtres. Personne ne sort, la voiture n'est pas là. Il dit qu'il a d'abord pensé qu'ils étaient partis en voyage. Mais quand l'odeur est devenue plus forte et que le bourdonnement ne cessait pas, même la nuit, il a décidé d'appeler la police. À la fin de la conversation, il ajoute « Ça ne ressemble pas à un simple départ, il y a quelque chose qui ne va pas là-bas ». L'officier de permanence enregistre l'appel et envoie la patrouille la plus proche à l'adresse indiquée. Selon le protocole, il s'agit d'une vérification de bien-être, une procédure standard. En général, de tels appels se terminent simplement. Quelqu'un est parti en vacances, l'électricité a été coupée, une porte a été oubliée. Mais 20 minutes plus tard, lorsque les officiers sont arrivés à la maison, il est devenu clair que ce n'était pas le cas cette fois-ci. La maison des Haven se trouvait dans un quartier résidentiel à l'écart du centre. Une maison ordinaire de plein pied, un crépi clair en façade, un petit jardin de devant. Un tableau typique pour la banlieue d'Elkton. Seulement cette fois, c'était trop calme. Aucun son, pas le moindre mouvement. Même les oiseaux semblaient éviter la cour. Sur la boîte aux lettres, une couche de poussière. À l'intérieur, une pile de lettres et de journaux, certains déjà humides de la rosée du matin. Les officiers font le tour du terrain. La porte est verrouillée, les fenêtres sont fermées. Sur l'une d'elles, on aperçoit une fissure dans la vitre. Le rebord de la fenêtre est couvert de poussière, mais à un endroit, elle est effacée, comme si quelqu'un y avait posé la main très récemment. De l'entrée au portillon, une trace est visible, pas nette mais perceptible. De l'herbe piétinée et une fine marque de roue, peut-être d'un chariot ou d'une valise. Tout cela compose un tableau étrange et inquiétant. Les policiers frappent plusieurs fois à la porte, déclinent leur identité. Silence. L'un d'eux se penche pour regarder par le trou de la serrure. Il fait sombre à l'intérieur. Le voisin, qui observe de loin, indique d'un geste que l'odeur vient bien de là. Le chef de patrouille contacte alors l'opérateur et obtient l'autorisation d'entrée de force sous le motif de « menace possible à la vie des résidents ». Premier coup de pied de biche. La porte résonne sourbement mais ne s'ouvre pas. Deuxième, même chose. La serrure est intacte, donc quelque chose la bloque de l'intérieur. Après le troisième coup, les gonds craquent, une mince ouverture apparaît et une odeur épaisse et douceâtre frappe le visage des officiers. L'air est lourd, comme imprégné d'humidité et de produits chimiques. La décision est alors prise de forcer complètement l'entrée. Le bois se brise, la porte s'entr'ouvre d'un demi-mètre et il devient évident qu'une armoire massive est poussée contre elle de l'autre côté. En se faufilant avec difficulté à l'intérieur, les policiers se retrouvent dans l'entrée. Il fait sombre, c'est poussiéreux, le faisceau d'une lampe de poche arrache à l'obscurité d'étroits passages entre les meubles. Sur le sol sont soigneusement disposés des livres, des boîtes, des dossiers. Sur le mur, des traces d'inscriptions, des chiffres, des formules, des mots écrits au crayon et au marqueur. Dans l'une des pièces, un bureau couvert de papier et d'un vieil ordinateur portable. L'ensemble ne ressemble pas à du désordre, mais à un système méticuleusement organisé. Le réfrigérateur est vide,
Sur la table, une tasse de café séchée. À côté, un cendrier rempli de mégots. Dans la salle de bain, des serviettes sèches, du savon, une brosse à dents. Aucune trace de vie, mais aucune trace de précipitation non plus. Tout semble figé. On a l'impression que les habitants se sont simplement levés et sont sortis, laissant le temps ouvert derrière eux. Du sous-sol provient ce même bourdonnement dont parlait le voisin, régulier, monotone, sans variation. Quand un officier se penche vers la trappe, il sent un léger courant d'air, ce qui signifie qu'un ventilateur ou un moteur fonctionne à l'intérieur. Le couvercle en bois est peint, mais dans un coin, on y voit une éraflure fraîche. Les officiers appellent la police scientifique et l'enquêteur de permanence. La maison est mise sous scellé. D'après les documents, elle appartient à James et Mary Haven, une famille locale sans casier judiciaire qui n'a été impliquée dans rien de suspect récemment. Aucune dette, aucun conflit, aucun appel à la police. Des gens absolument ordinaires. Quand les spécialistes arriveront, ils commenceront par retirer le couvercle du sous-sol. C'est là, sous la maison, que sera faite la première découverte qui lancera l'enquête. Et ce bourdonnement, qui a résonné en fond sonore toute la journée, cessera d'être un simple bruit pour devenir la clé de la compréhension de ce qui se passait réellement à l'intérieur. Après avoir forcé l'entrée de la maison, l'enquête établit immédiatement l'identité des habitants, la famille Haven. Des gens ordinaires, sans rien de particulier, sur lesquels il est même difficile de trouver des détails dans les archives. Le chef de famille, Arthur, 45 ans, ingénieur de formation, travaillait dans une petite entreprise privée spécialisée dans la conception de systèmes de ventilation. Son épouse, Éléonore, bibliothécaire à l'école locale, une femme discrète, soignée, que personne n'avait jamais vue en conflit. Leur fille, Sarah, lycéenne. D'après les voisins, elle était calme, introvertie, sans amis dans le quartier, passant la plupart de son temps à la maison. La famille vivait dans cette rue depuis plus de 10 ans. Ils avaient acheté la maison à crédit, l'avaient aménagée eux-mêmes, faisant les rénovations petit à petit. Pas de scandale, pas un seul appel à la police, aucune plainte des voisins. Les Haven étaient littéralement invisibles. Personne ne se souvenait qu'ils aient jamais eu d'invités. Même les fêtes se déroulaient en silence, sans musique, sans compagnie bruyante. Quand les enquêteurs commencent à interroger les voisins, le même témoignage revient sans cesse. Ils étaient polis, mais distants. On pouvait les saluer, mais la conversation ne s'engageait pas. Une famille normale en apparence, juste très renfermée. Un des plus anciens résidents de la rue dit même qu'il oubliait parfois leur existence, comme si la maison s'éteignait de la vie du quartier. Mais certains détails commencent à inquiéter. Plusieurs personnes se souviennent que l'année précédente, Arthur avait cessé de se rendre au travail. Sa voiture restait garée devant la maison pendant des semaines. Lorsque ses collègues sont interrogés séparément, il s'avère qu'Arthur a été licencié il y a près d'1 an. Le motif officiel était une réduction d'effectifs. Mais son ancien patron ajoute que Haven avait des problèmes de discipline. Il était souvent injoignable, disparaissait sans explication et quand il venait, il avait l'air fatigué et irritable. Après son licenciement, selon les voisins, la famille a presque cessé de sortir de la maison. Éléonore allait parfois faire des courses ou à la poste, mais ces derniers mois, même cela avait cessé. Sarah a arrêté d'aller à l'école sous prétexte de maladie, puis a été transférée en enseignement à domicile. À partir de ce moment, leur maison a semblé disparaître de la vie quotidienne de la rue. Les enquêteurs tentent de reconstituer la chronologie des événements. Le facteur dit avoir vu Éléonore pour la dernière fois près du portillon il y a environ 3 semaines. Elle récupérait un colis, était pressée et n'a presque pas parlé. Le lendemain, une voisine l'a vue à la fenêtre de la cuisine, puis elle a tiré les rideaux.
Après cela, aucune preuve que quelqu'un se trouvait dans la maison. La police établit un schéma des déplacements de la famille au cours des derniers mois. Toutes les factures étaient payées, Internet fonctionnait de manière stable. Sur les cartes bancaires, les dernières opérations, l'achat de produits d'entretien et d'un grand lot de conserves dans un supermarché local. La date, il y a près d'un mois. Depuis, toute activité a complètement cessé. Cela rend le tableau encore plus étrange. Ces gens n'ont pas simplement disparu. Tout indique qu'ils se préparaient à un isolement. Ils faisaient des réserves, coupaient les ponts, bloquaient l'accès à la maison. Les voisins l'assurent, pas de disputes, pas de scandales, pas de menaces. Seulement une introversion croissante, qui apparaît maintenant non plus comme un trait de caractère, mais comme une mise à distance consciente du monde. 3 semaines sans signe de vie. Pour la police, ce n'est plus une vérification de bien-être, mais une enquête officielle. La maison devient un objet d'examen, et les enquêteurs peuvent maintenant commencer à travailler à l'intérieur. Au sous-sol, on entend toujours ce même bourdonnement. Et c'est précisément lui, la clé de ce qui se passait derrière ces fenêtres aux rideaux tirés. Quand la police scientifique pénètre pour la première fois dans la maison des Haven, ils ont l'impression d'entrer non pas dans un lieu de vie, mais dans un décor soigneusement préparé. L'inspection commence selon la procédure standard, constat de l'état des lieux, photographie, collecte des premiers indices. Mais en quelques minutes, il devient clair que tout ici obéit à une logique interne, incompréhensible. Les fenêtres de toutes les pièces sont peintes de l'intérieur avec une épaisse peinture noire. Le verre est opaque, mat, la lumière ne passe absolument pas. Même les petites grilles de ventilation sont scellées avec du ruban adhésif. C'est la même chose dans chaque pièce, comme si les habitants avaient consciemment cherché à se couper du monde extérieur. Les rideaux épais, tirés de l'extérieur, sont en plus cloués. La maison est littéralement hermétique. Aucun rayon de lumière, aucun regard de l'extérieur ne pouvait pénétrer à l'intérieur. La suite est encore plus déroutante. L'inspection révèle que les déplacements dans la maison sont limités. Les embrasures des portes intérieures sont obstruées par des piles de livres soudés entre eux avec de la colle de construction. Parfois, les livres sont assortis par couleur ou par taille, comme si quelqu'un y avait accordé une signification particulière. Les passages entre les pièces sont étroits, laissant à peine assez de place pour se glisser de côté. Sur les étagères et au sol sont disposés des bocaux contenant des mélanges séchés dont l'odeur rappelle un solvant. La pièce qui, enhugée par les meubles, était autrefois le salon, a été entièrement transformée. Sur les murs, des milliers de chiffres écrits au marqueur. Ils sont disposés en rangées régulières, sans espace, montant jusqu'au plafond et descendant sous les plinthes. La première impression est celle du chaos. Mais en y regardant de plus près, on voit qu'il y a un ordre dans ces inscriptions. Les lignes sont alignées, chacune commençant par les mêmes séquences. Il semble que quelqu'un ait systématiquement calculé quelque chose. Le photographe prend des clichés, l'enquêteur dicte. Sur le mur nord, une séquence de nombres, vraisemblablement manuscrite, se répète dans une plage de 1 à 20 000. Cela semble sec, mais même lui, en rédigeant le procès-verbal, ne cache pas sa perplexité. Personne parmi eux n'avait jamais vu une chose pareille. Dans la chambre, les mêmes chiffres, mais par-dessus sont collées des impressions de formules, de schémas, de fragments de textes de livres de physique et de philosophie. Sur l'une des pages, le mot « structure » est mis en évidence en gros caractères. Dans un coin, un vieux récepteur radio branché sur une prise, mais sans antenne. Sur la fréquence, on n'entend qu'un bourdonnement régulier qui coïncide avec celui provenant du sous-sol. Quand l'équipe descend, il devient évident que c'est de là que venait le son. Le sous-sol est petit, les murs sont nus, en béton. Au milieu se trouve une table en bois sur laquelle sont posés un téléviseur et un vieux magnétoscope.
Tout est branché, tout fonctionne. Par terre, à côté, une boîte en carton. À l'intérieur, sont soigneusement rangées des dizaines de cassettes vidéo, chacune étiquetée au marqueur noir, session 01, session 02, et ainsi de suite, jusqu'à la 43e. L'enquêteur s'arrête près de la boîte, retire son gant et touche la poussière sur le couvercle. Il n'y en a pas. Cela signifie que les cassettes ont été manipulées récemment. On a le sentiment que tout cela n'est pas simplement un amas d'objets, mais une partie d'un processus soigneusement organisé qui s'est brusquement interrompu. À ce moment, il devient clair que la famille Haven n'a pas seulement disparu. Elle a laissé derrière elle un système, tout un mécanisme fonctionnant selon ses propres lois incompréhensibles. Et désormais, chaque détail de cette maison, un chiffre, un livre, un fil, devient un indice. Les enquêteurs enregistrent la découverte et emportent la boîte de cassettes vidéo. Le visionnage est prévu pour le lendemain. Ce sont ces enregistrements qui devraient expliquer ce qui s'est passé dans la maison ces derniers mois. Mais en réalité, ils ne feront que compliquer encore plus les choses. Le visionnage des cassettes est programmé pour le lendemain matin. La pièce du poste de police est assombrie, les fenêtres sont occultées pour que l'image sur le vieil écran ne soit pas altérée par les reflets. Sont présents 2 enquêteurs, un expert de la police scientifique et un opérateur qui enregistre le processus. Les cassettes ont été saisies comme pièces à conviction, chacune numérotée et scellée. La première est ouverte avec précaution pour ne pas endommager la bande. Sur sa tranche, écrit au marqueur noir « 18 mai 2011 ». C'est environ 3 semaines avant que les voisins ne signalent la disparition de la famille. L'enquêteur insère la cassette dans le magnétoscope. Le mécanisme saisit bruyamment la bande. L'écran tremble sous les parasites. Quelques secondes de neige grise, puis une image apparaît. La caméra est fixe, pointée vers un mur. Personne dans le champ. Un salon vide, on aperçoit un coin de canapé, des piles de livres au sol. L'éclairage est artificiel, comme celui d'une lampe de bureau. Le fond sonore est absolument silencieux. 1 minute passe, puis une deuxième. Rien ne se passe sur l'enregistrement. L'enquêteur, qui tient le procès-verbal, échange un regard avec son collègue. Celui-ci reste silencieux. Le temps s'écoule. L'image ne change pas. On entend seulement parfois le léger bruit de la bande vidéo et un bourdonnement étouffé, qui pourrait simplement être le son de l'appareil en marche. Ce n'est qu'après plusieurs minutes qu'un mouvement apparaît dans le champ. Dans le coin droit, sortant de l'ombre, un homme apparaît. Il porte des vêtements d'intérieur, un t-shirt gris, un pantalon foncé. Il s'approche, mais ne se tourne pas face à la caméra. C'est Arthur Haven. Sa posture est tendue, ses mouvements prudents, comme s'il essayait de ne pas faire de bruit. Il tient un marqueur noir à la main. Il s'approche du mur, sur lequel on peut déjà voir les premières lignes de chiffres, et commence à écrire. Il le fait calmement, presque mécaniquement. Sa main se déplace le long d'une ligne, comme s'il suivait un plan préétabli. La caméra reste immobile. Pas un mot, pas un son, à part le grattement du marqueur sur le mur. Quelques minutes plus tard, il recule, examine ce qu'il a écrit, puis sort du champ. La caméra reste allumée encore longtemps. L'enquêteur avance rapidement la bande. L'image s'accélère. Arthur revient encore et encore. Parfois il écrit, parfois il efface, parfois il reste simplement assis, immobile, face au mur. Il part périodiquement, la lumière s'éteint, puis se rallume. On a l'impression que l'enregistrement a été fait en continu, sans montage, comme s'il documentait le processus. Dans la seconde moitié de la cassette, une autre scène apparaît. Arthur est assis à une table. Devant lui, un ordinateur portable dont l'écran fait défiler des tableaux et des lignes de code. Il écrit quelque chose dans un cahier, puis met en pause et regarde droit dans l'objectif.
Pendant quelques secondes, il reste silencieux, puis il se lève, s'approche de la caméra et l'éteint. Après le visionnage, les enquêteurs notent « La cassette enregistre les actions d'Arthur Haven. Aucun signe de panique ou de violence n'est observé. Comportement calme, cohérent. Le mobile n'est pas clair. » La deuxième cassette est chargée immédiatement. On y voit le même mur, mais avec plus de chiffres. Toute la surface est couverte d'un texte dense. La caméra est dans la même position, comme si elle n'avait jamais été éteinte. Sur la table se trouvent maintenant plusieurs bocaux, une lampe, des liasses de papier. Tout indique qu'Arthur a continué ses inscriptions pendant une longue période, transformant la pièce en une sorte de laboratoire. Chaque nouvelle cassette est la suite de la même scène. Aucun autre membre de la famille n'apparaît sur la vidéo. Ni Éléonore, ni Sarah. Seulement Arthur et le mur, qui se remplit progressivement de nombres. Il y a beaucoup de cassettes. Mais vers la fin du visionnage de la première série, les enquêteurs remarquent une chose. Dans tous les enregistrements, on entend le même bourdonnement, grave, régulier, qui ne s'interrompt pas une seule seconde. Sa source est inconnue. Et c'est ce son qui deviendra plus tard un élément clé de l'enquête, lorsque la police scientifique découvrira qu'il est non seulement enregistré sur la vidéo, mais aussi détecté par les instruments lors de l'inspection du sous-sol. L'affaire est désormais officiellement requalifiée dans la catégorie « disparition dans des circonstances anormales ». Et la maison des Haven, dans cette banlieue tranquille, devient un objet d'intérêt accru pour l'enquête et les experts, qui devront encore comprendre ce que signifiaient ces chiffres. Lorsque les experts abordent la deuxième dizaine de cassettes, l'enquête a déjà compris qu'il ne s'agit pas de simples enregistrements d'archives familiales, c'est une chronique. Systématique, méthodique et froide. Chaque cassette est la suite de la précédente, comme si Arthur tenait un rapport documentaire. Sur les premières, il est seul, mais à partir du 4e enregistrement, cela change. Éléonore et Sarah entrent dans le champ. Elles apparaissent dans le salon, qui ne ressemble déjà presque plus à une pièce à vivre. La lumière est tamisée, tous les objets sont disposés avec une précision quasi géométrique. La table, la lampe, les livres, tout est à sa place. Éléonore écrit quelque chose dans un épais cahier, levant parfois les yeux vers Arthur, en attente d'un signe de tête. Sarah essuie soigneusement le mur de la poussière, puis prend un marqueur et ajoute des chiffres, poursuivant la séquence qu'il a commencée. À un moment, Arthur s'approche, corrige un angle et dit doucement « Pas ici, plus bas ». Aucun d'eux ne montre d'irritation ou de fatigue. Ils se déplacent de manière mesurée, comme s'ils vivaient dans ce régime depuis longtemps. Sur toutes les cassettes, la même atmosphère règne. Le silence, à peine troublé par le bruissement du papier et le son du marqueur sur le mur. On entend parfois, hors champ, le clic d'un interrupteur ou une goutte d'eau qui tombe. Pas de télévision, pas de radio, pas de conversation. Les enquêteurs commencent à remarquer une régularité. Les actions d'Éléonore et de Sarah commencent toujours après de brefs ordres d'Arthur. Il n'élève pas la voix, n'exige rien. Il prononce simplement « le livre, ici, écrit là, efface la rangée » et elles obéissent immédiatement. Son ton est plat, sans intonation, presque mécanique. Lorsque les spécialistes effectuent une analyse audio, ils constatent que l'amplitude de sa voix est la même, du début à la fin. Ce n'est pas naturel pour un être humain. Mais il n'y a aucun signe de montage ou de doublage sonore, tout a été enregistré en temps réel. Visuellement, Arthur apparaît de la même manière, dépourvu de réaction émotionnelle. Son visage est calme, son regard concentré, mais sans vie. Il ne sourit jamais, ne regarde jamais la caméra directement, évitant toujours le contact visuel. Une seule fois,
Sur la 13e cassette, il lève les yeux une seconde, comme s'il avait remarqué quelque chose derrière l'objectif. Puis il retourne au mur, comme si de rien n'était. Ce matériel ne présente aucun signe de dynamique familiale ordinaire. Éléonore ne lui parle pas, Sarah non plus. Ils communiquent à travers des objets. Il se passe une feuille de papier, un stylo, des livres. Parfois, en arrière-plan, on aperçoit des objets étranges. Des conteneurs en plastique avec des inscriptions, des bouteilles vides, des morceaux d'isolant, des fils menant au sous-sol. Tout cela semble faire partie d'un schéma unique, mais personne ne comprend ce qu'il signifie. Les enquêteurs remarquent un autre détail. Les vêtements des 3 personnes ne changent pas. Pendant des semaines, ils ont la même apparence, comme si le temps s'était arrêté à l'intérieur de la maison. La poussière ne s'accumule pas, les objets ne bougent pas, les livres restent aux mêmes endroits. Cela suggère soit qu'ils vivaient dans un système de contrôle parfait, soit que les enregistrements ont été créés intentionnellement, avec un ordre visuel prédéterminé. Sur la 15e cassette, Arthur prononce enfin plus d'une phrase. Il est assis droit devant la caméra, le dos droit, les mains jointes sur les genoux. Il reste silencieux quelques secondes, puis dit calmement « Le protocole doit être respecté. Les mesures sont la clé. » Sa voix est claire, sans tremblement. La phrase est courte, mais le ton est celui d'une instruction. Après cela, il se lève lentement, éteint la lampe et sort. La caméra continue de filmer la pièce jusqu'à ce que la bande se termine. Cette scène devient un tournant pour l'enquête. Elle montre que ce qui se passait dans la maison n'était pas spontané. Arthur créait un certain système, un rituel, une expérience ou un modèle disciplinaire. Son comportement ne ressemble pas à une psychose, il est trop cohérent, trop réfléchi. Il agit comme un homme accomplissant une tâche qui lui est parfaitement claire, mais qui ne l'est pour personne d'autre. Les psychologues associés à l'enquête émettent une conclusion préliminaire. Arthur présente une tendance obsessionnelle à structurer son environnement, ce qui pourrait être une manifestation de paranoïa ou d'une forme complexe de trouble obsessionnel. Mais en même temps, une logique est perceptible dans ses actions à laquelle les autres membres de la famille se soumettent. Ils n'ont pas l'air effrayés, ne résistent pas, ce qui signifie qu'ils partageaient son idée ou lui faisaient entièrement confiance. L'enquête commence à considérer Arthur non plus comme un simple suspect, mais comme le maillon clé à travers lequel on peut comprendre ce qui est arrivé au Haven. Tous les matériaux liés à ces enregistrements sont transmis pour expertise. La tâche est de déchiffrer les séquences de chiffres écrites sur les murs et de les comparer à ces paroles sur le protocole et les mesures. Cette décision marque une nouvelle étape dans l'enquête. Désormais, la maison des Haven cesse d'être un simple lieu de disparition pour se transformer en un schéma mathématique créé par un homme qui pensait peut-être pouvoir capturer la régularité du temps lui-même. Lorsque l'enquête est confrontée pour la première fois aux inscriptions numériques sur les murs, on pourrait croire à une simple manifestation de trouble mental. Cependant, plus les experts étudient la maison, plus il devient évident qu'une logique se cache derrière ce système. Chaque chiffre est écrit avec soin, avec un intervalle régulier, sans erreur. La structure se répète, comme si toute la maison avait été transformée en un tableau gigantesque, où chaque pièce est un fragment distinct d'une formule quelconque. Lors de l'inventaire des découvertes, l'un des experts de la police scientifique remarque que près de chaque mur se trouvent des livres. Pas des livres au hasard, de même format, soigneusement numérotés, mais de genres différents. Sur les couvertures, on voit des traces de colle, comme si les livres n'étaient pas simplement posés là, mais intentionnellement intégrés à la structure de la maison. Sur les dos, des chiffres, semblables à ceux inscrits sur les murs. Ce détail devient le point de départ d'une nouvelle hypothèse.
L'expert avance une supposition. Peut-être que les inscriptions sur les murs sont un système de référence. Des coordonnées qui n'indiquent pas un lieu géographique, mais un texte. Numéro du livre, page, ligne, mot. Théoriquement, si l'on déchiffre ces codes, on pourrait reconstituer le message laissé par Arthur. L'enquêteur qui a visionné les enregistrements vidéo décide de vérifier cette hypothèse sur le champ. Il choisit la première séquence de chiffres, 7 nombres alignés en une rangée régulière en haut du mur. Pour l'expérience, il prend le livre du dessus de la pile la plus proche. C'est une vieille édition sur l'histoire de l'architecture. Les feuilles sont jaunies, les pages numérotées à la main, comme si Arthur les avait lui-même dupliquées au crayon. L'enquêteur feuillette lentement, vérifiant les numéros. Lorsqu'il ouvre la bonne page et baisse les yeux sur la ligne indiquée, il y trouve un seul mot, soigneusement souligné au crayon. Ni à côté, ni au-dessus, ni en dessous. Il n'y a d'autres annotations, juste cette ligne, tracée nettement, avec insistance. Ils essaient à nouveau. Ils prennent une autre séquence de chiffres et un autre livre. Le résultat est le même. La ligne indiquée contient un seul mot souligné. Cela se répète plusieurs fois. À chaque nouvel exemple, il devient de plus en plus évident que le système fonctionne. Arthur a créé un véritable chiffre. La police scientifique commence à établir un tableau de correspondance. Chaque ligne du mur correspond à une phrase distincte. Avec le temps, les mots commencent à former des phrases. Les premiers fragments n'ont pas de sens. Un ensemble d'expressions comme « l'angle sous l'angle »,« le temps en marche arrière »,« fixer le pas ». Mais ensuite, la structure se précise. Les mots deviennent plus cohérents et les spécialistes comprennent. Arthur a laissé un message. Pas émotionnel, pas une confession, mais technique. Il est rédigé dans un langage sec, comme une instruction ou un algorithme. Le plus étrange est que les séquences de différentes pièces, lorsqu'on les assemble, se suivent. Il en découle que toute la maison faisait partie d'un texte gigantesque, réparti dans l'espace. Les murs, les livres, même les meubles, tout participait à la construction du système. Les experts décrivent cela comme un code architectural. Chaque élément avait un sens, chaque livre sa place. Peut-être qu'Arthur essayait de traduire une idée en forme physique, de transformer un texte en une structure tridimensionnelle. Au cours du déchiffrement, un autre détail apparaît. Sur certaines pages, on trouve des symboles supplémentaires, des lignes verticales, des lettres entourées, des signes ressemblant à des symboles mathématiques. Les experts supposent qu'il ne s'agit pas seulement d'un texte, mais d'une formule où la valeur des mots correspond à des nombres, et les nombres eux-mêmes à la position des objets. Autrement dit, le chiffre est lié non seulement au langage, mais aussi à l'espace. Au moment où les spécialistes rassemblent les premières dizaines de phrases, il devient clair qu'Arthur n'écrivait pas des chiffres au hasard. Il créait un système comparable à un algorithme. Dans l'une des lignes déchiffrées, on trouve l'expression « point de fixation au-delà de l'observation ». Cette déclaration n'a pas de sens évident, mais elle sonne comme un extrait d'un document théorique. L'enquête conclut qu'Arthur tentait non seulement de fixer des événements, mais de créer un modèle, peut-être expérimental. Désormais, plus personne ne le perçoit comme un homme ayant perdu la raison. Il devient un chercheur qui est allé trop loin dans sa propre idée. Cette découverte change complètement l'orientation de l'enquête. Si auparavant la maison des Haven semblait être un simple refuge fortifié, il est maintenant clair qu'elle avait été transformée en une machine, en un système où tout obéissait à une seule logique. La seule question est de savoir dans quel but elle a été créée. La prochaine étape est de déterminer ce que signifient les mots du texte chiffré.
C'est précisément cela qui conduira l'enquête à sa première véritable percée, concernant ce que mesurait exactement Arthur Haven. Quand les experts examinent les enregistrements réalisés environ 6 mois avant la disparition de la famille, la maison semble visuellement presque identique. Même structure, même meuble, même ordre. Mais sur ces cassettes apparaît désormais ce que la police scientifique appellera plus tard la désintégration progressive du quotidien. C'est visible dans les moindres détails. Sur les premiers enregistrements, on peut encore observer des tentatives de maintien de l'ordre, des lits faits, des livres rangés, des objets soigneusement disposés. Mais à partir des cassettes datées d'avril 2010, tout change. La lumière reste allumée en permanence. On voit dans le champ que les lampes ne s'éteignent ni le jour ni la nuit. Les rideaux sont constamment tirés, les fenêtres peintes de manière plus dense. Il semble que la famille ait définitivement renoncé à la lumière naturelle. Dans une vidéo, la caméra est installée dans la cuisine. Sur la table, une boîte de conserve ouverte, à côté une cuillère, et tout cela reste intact pendant plusieurs heures d'enregistrement. Pas de conversation, pas de bruit, seulement le léger bourdonnement de la lampe et des pas rares quelque part hors champ. De temps en temps, Arthur entre dans le champ, pâle, mal rasé, les joues creusées. Il se déplace lentement, avec une précision mécanique, comme un homme vivant à l'intérieur d'un rythme prédéfini. Ensuite apparaissent des scènes où l'on voit Eleanor. Elle est assise par terre, triant des livres et chuchotant, mais il n'y a pas de son. Sarah dort à même la table, sans s'être déshabillée. Les enquêteurs notent qu'au fil du temps, les visages des 3 membres de la famille deviennent de plus en plus émaciés. Ils mangent rarement, uniquement des conserves, et à en juger par les images, la nourriture n'est pas préparée, juste réchauffée et laissée sur la table. L'eau, probablement, n'est utilisée qu'en bouteille. Les psychologues qui ont étudié les enregistrements concluent que la famille est passée à un état proche de la privation sensorielle. Ils vivaient sans stimuli externes, sans alternance du jour et de la nuit, sans bruit de l'extérieur. Cela explique leur comportement, monotone, ralenti, presque sans émotion. Sur les cassettes tournées plus tard, un nouveau motif apparaît, le son dont parle Arthur. Dans plusieurs extraits, il s'approche de la caméra et dit « Vous l'entendez aussi? Le signal s'intensifie, il ne faut pas sortir. » Sur la cassette suivante, il parle déjà d'interférences et de bruits qui, selon lui, proviennent de la rue. Il affirme que par le biais des réseaux électriques, de la radio et de la télévision, quelqu'un essaie de brouiller leurs fréquences. Pendant ce temps, Eleanor et Sarah se comportent calmement, comme si elles n'entendaient rien. Sur l'un des enregistrements, Eleanor dit explicitement « Je n'entends rien, mais si tu le dis, c'est que c'est vrai. » Ce moment devient essentiel pour comprendre la dynamique au sein de la famille. Ils se soumettent entièrement à Arthur, même lorsque sa perception ne coïncide plus avec la réalité. Il devient leur unique source de vérité, et toutes ses convictions sont instantanément acceptées comme des faits. Sur la 16e cassette, datée d'août 2010, est enregistré un épisode qui sera plus tard appelé « le moment de l'isolement ». La caméra est placée dans le couloir. Arthur entre dans le champ avec un grand sac, en sort des objets, un vieux téléviseur, un récepteur radio, des combinés téléphoniques, même un micro-ondes. Il dépose tout cela au centre de la pièce. Il a un marteau à la main. Quelques secondes de silence, puis il commence à détruire les appareils les uns après les autres. Les coups sont sourds, étouffés. À l'écran, on voit des étincelles jaillir de la carcasse brisée du téléviseur. Quand tout est fini, Arthur se tourne vers la caméra et dit «
Plus d'interférences extérieures. Sa voix est calme, sans émotion. Il ne fait que constater un fait, comme s'il venait d'achever une tâche routinière. Après cela, il prend l'un des éclats de l'écran et le dépose soigneusement dans la boîte où il rangeait auparavant ses cassettes. Il est clair que ce moment, pour lui, n'est pas une destruction, mais une partie du processus. Les psychiatres consultés par l'enquête suggéreront plus tard qu'à cette période, Arthur a développé une forme persistante d'hallucination auditive, combinée à un délire de persécution. Il percevait les appareils électriques comme une source de menace. Pour lui, la maison n'était plus un refuge, mais un laboratoire où toute interférence extérieure devait être éliminée. Éléonore et Sarah ont complètement adopté sa logique. Elles n'ont pas discuté, n'ont pas essayé de l'arrêter. Au contraire, elles l'ont aidé à sortir les débris, à nettoyer les restes de fil. Sur l'une des cassettes, on voit Sarah ramasser des éclats de verre et les verser dans un seau. Tout se passe calmement, sans cri ni panique. Cet épisode est le dernier de la série où on peut encore les voir ensemble. Après cela, les enregistrements se raréfient considérablement. Les cassettes suivantes contiennent de moins en moins de matériel, de plus en plus de silence, de longues pauses et de pièces vides. La maison semble s'éteindre de l'intérieur. L'enquête considère ce moment comme un tournant. C'est là que la famille a définitivement perdu le contact avec le monde extérieur. Tout ce qui s'est passé ensuite s'est déroulé à l'intérieur, et comme le montrera l'analyse ultérieure, c'est cet espace intérieur qui deviendra la clé pour comprendre leur disparition. Après que l'analyse des codes numériques ait abouti à une impasse, l'enquête revient aux enregistrements vidéo. Cette fois, ils ne sont plus visionnés en mode normal. Chaque seconde est examinée manuellement, image par image. L'objectif est simple, trouver ce qui aurait pu être manqué la première fois. Une attention aux moindres détails, aux micro-mouvements, aux ombres sur les murs et aux reflets de lumière. C'est souvent dans de telles subtilités, insignifiantes en apparence, que se cache ce qui n'était pas destiné aux yeux des autres. L'un des opérateurs de l'équipe d'enquête, un homme d'une attention quasi maladive aux détails, remarque une étrangeté. Sur une cassette datée de novembre 2010, la caméra est installée dans le salon. Arthur se tient près du mur et écrit une autre séquence de chiffres. Pendant ce temps, en arrière-plan, presque dans l'ombre, on voit Sarah. Elle est assise par terre et semble simplement manipuler quelque chose à côté des livres. Mais si l'on met l'image en pause et que l'on zoome, on remarque qu'elle ne tient pas une feuille de papier ou un livre, mais un petit carnet sombre. Elle y écrit. La scène ne dure que quelques secondes, mais l'expression de son visage à ce moment-là est complètement différente de celle de tous les autres enregistrements. Elle n'est ni détachée ni soumise. Elle regarde vers le bas, concentrée, comme une personne qui fait quelque chose contre les règles, mais ne peut s'en empêcher. Puis, soudain, elle lève les yeux, directement vers la caméra. Et instantanément, presque par réflexe, elle cache le carnet sous un coussin avant de sortir du champ. Cet épisode devient le point où l'enquête rencontre pour la première fois quelque chose de personnel qui n'entre pas dans le système d'Arthur. Tout ce qui s'était passé jusqu'alors ressemblait à un ordre soigneusement construit où personne n'avait le droit d'agir de son propre chef. Et là, une transgression. Un indice de protestation intérieure, une tentative de consigner sa propre vérité. Après cette scène, le groupe réexamine les autres enregistrements dans l'espoir de voir quelque chose de similaire. Mais le carnet n'apparaît plus nulle part, ni dans ses mains, ni en arrière-plan, ni parmi les objets de la pièce. L'hypothèse de son existence devient presque une légende au sein de l'affaire, une sorte de preuve fantôme, jusqu'à ce que la décision soit prise de mener une nouvelle perquisition. Cette fois, la mission est précise, trouver ce fameux carnet.
Le mandat est délivré, l'équipe est renforcée. La maison a déjà été mise sous scellé 3 fois, mais maintenant, la perquisition se transforme en une reconstruction lente et méticuleuse de chaque mètre carré. La chambre de Sarah devient le principal objet d'attention. Ses affaires, laissées sans changements apparents, donnent l'impression d'un temps soudainement arrêté. Tout est à sa place. Livres, vêtements, boîtes, vieux jouets. Tout semble attendre que quelqu'un y touche à nouveau. L'un des officiers, un enquêteur expérimenté connu pour sa méticulosité, commence l'inspection par les objets personnels. Il vérifie méthodiquement les tiroirs, feuillette les livres, tapote les murs et les meubles. Sans résultat. Mais son regard s'arrête sur une vieille poupée en tissu assise en tête de lit. On n'en fait plus des comme ça aujourd'hui, clairement artisanales, avec des coutures inégales, un visage légèrement usé dessiné à l'encre. Il prend la poupée, la pèse dans ses mains et sent quelque chose bruire à l'intérieur. Pas du plastique, pas du rembourdage, mais un objet dense. Il coupe délicatement l'une des coutures et en sort un petit carnet, couvert de poussière. La couverture est craquelée, les pages jaunies, mais il est intact. Sur la couverture, un seul mot écrit au stylo à billes. Mesure. Cette découverte est un tournant. Jusqu'à présent, l'enquête n'avait que la version d'Arthur, son système, ses chiffres, ses explications. Maintenant, il est possible de voir les choses à travers les yeux d'une autre personne. Quelqu'un, à l'intérieur de ce monde clos, avait observé, analysé, noté tout ce temps, non pas en chiffres, mais en mots. Les experts commencent l'examen du carnet sur place, tournant les pages avec précaution pour ne pas endommager le papier. L'écriture est hésitante, petite, mais lisible. Les premières entrées sont des notes ordinaires, des dates, des phrases comme « il compte encore », « aujourd'hui il n'y a plus de peinture »,« maman n'a pas dormi ». Mais plus on avance, plus le texte se densifie. Entre les lignes apparaissent des schémas, des flèches, des phrases comme « il n'entend pas un son, mais un rythme » et « si le mur est un code, où est la fin ?» Tout cela est écrit par une personne qui non seulement observait ce qui se passait, mais tentait d'en comprendre le sens. Et bien que les notes soient fragmentaires, on y sent la peur, le doute, la tentative de trouver une issue. Lorsque le carnet est transporté au laboratoire et que le déchiffrement commence, les enquêteurs sont confrontés à quelque chose d'inattendu. De nombreuses notes font écho aux phrases des codes numériques d'Arthur. Cela signifie que Sarah n'était pas une simple observatrice, elle participait à ce qui se passait, mais, semble-t-il, le percevait à sa manière. Le carnet retrouvé transforme l'affaire des Haven d'une histoire d'isolement collectif en une histoire de résistance intérieure. L'enquête dispose désormais d'une deuxième perspective, humaine, subjective, vulnérable. Celle qui pourrait éclairer ce qui s'est passé dans les derniers jours avant la disparition de la famille. Et c'est à partir de ces pages, écrites d'une main tremblante, que commencera à se dessiner une nouvelle version de ce qui s'est réellement passé dans la maison des Haven. Quand le carnet de Sarah arrive au laboratoire, il est d'abord considéré comme une source potentielle de texte, un chiffre lié au système d'Arthur. Mais il devient très vite évident qu'il ne s'agit pas d'un recueil de notes ni d'inscriptions mathématiques. Presque toutes les pages sont couvertes non pas de mots, mais de dessins. Petits, sobres, mais exécutés avec une répétition obsessionnelle. Sur chaque page, le même sujet, la maison, toujours dessinée de la même manière, un carré, un toit, quelques fenêtres. À côté, 3 silhouettes, manifestement la famille. Parfois, les silhouettes se tiennent près d'une fenêtre, parfois elles sont assises à l'intérieur, mais la composition reste inchangée. Dehors, une grande ombre allongée. Elle n'a jamais de visage, mais elle est toujours tournée vers la maison. Dans certains dessins,
L'ombre se tient juste devant la porte. Dans d'autres, elle semble glisser le long du mur. Aucune légende, aucune explication. Seulement la répétition d'une seule et même image, comme si l'auteur tentait de mémoriser ou de fixer quelque chose d'indescriptible par les mots. Les experts notent que les dessins ont été faits à des jours différents. Certains sont soignés, tracés avec des lignes régulières, d'autres à la hâte, avec des traits saccadés. Mais le plus important est que, sur les dernières pages, cette silhouette commence à grandir. D'abord, elle occupe le bord de la feuille, puis le centre, et sur les dernières pages, elle occulte presque entièrement la maison. Pour l'enquête, ce détail devient crucial. Pour la première fois, une image apparaît qui peut être liée à ce qu'Arthur appelait les interférences extérieures ou le signal. Peut-être que ce qu'il décrivait comme quelque chose d'audible, Sarah le percevait comme quelque chose de visible. Ainsi, une peur personnelle se transforme en une idée collective. Le carnet est envoyé pour expertise à des psychologues et à des spécialistes de la police scientifique spécialisés dans les manifestations visuelles des états mentaux. Parallèlement, on commence à analyser les enregistrements vidéo pour déterminer comment la dynamique du comportement familial a évolué. Le visionnage se déroule en présence d'un psychiatre légiste, le professeur Lawson, un spécialiste expérimenté dans les affaires liées à l'isolement familial. Lawson décrit Arthur comme un homme présentant des signes marqués de pensée paranoïde. Son discours sur les cassettes est monotone, ses intonations ne varient presque pas. Il s'adresse rarement directement aux membres de sa famille, utilisant plus souvent le « nous », comme si la famille entière était un système unifié plutôt que des individus distincts. Il répète constamment les mêmes formules. Vérifier le niveau de bruit, fixer les coordonnées, ne pas sortir des limites. Au fil de la chronologie, les enregistrements deviennent de plus en plus stéréotypés et le comportement plus ritualisé. Eleanor, d'après les observations, assume le rôle d'assistante. Elle soutient la structure, mais ne prend pas d'initiative. Sarah, au contraire, suit d'abord les instructions, puis se distrait de plus en plus souvent, s'éloigne, regarde ailleurs, ce qui est particulièrement visible dans les derniers enregistrements. Le psychologue note: il est caractéristique des groupes fermés à hiérarchie rigide qu'apparaisse une figure d'observateur, une personne qui participe en apparence, mais qui s'est déjà détachée intérieurement. Après avoir étudié tous les enregistrements, Lawson formule une conclusion préliminaire. Sa formulation est sèche, mais dans le contexte de l'affaire, elle sonne presque comme une sentence. Les manifestations cliniques correspondent à un trouble délirant induit partagé par tous les membres de la famille. La source primaire est Arthur Haven. Cela signifie que l'état mental d'une seule personne est devenu le fondement de la perception commune de la réalité. Ses convictions, ses peurs, ses interprétations des événements étaient si puissantes qu'elles ont progressivement supplanté les sensations propres des autres. Ils ont cessé de distinguer la frontière entre le monde extérieur et la représentation intérieure d'Arthur. Les psychologues appellent cela un état de champ psychique clos. En son sein, il n'existe qu'un seul centre, la source de sens. Tous les autres participants de ce monde deviennent ses reflets. Et si pour Arthur le signal extérieur était une menace, pour la famille, l'idée même de franchir le seuil signifiait déjà enfreindre les règles établies. Quand les experts reviennent au carnet, ils le considèrent non plus comme une série de dessins d'enfants, mais comme le témoignage d'un processus intérieur. Un psycholinguiste trouve quelques courtes inscriptions, à peine visibles entre les dessins. On y trouve des phrases comme « Il compte encore »,« Maman dit que tout sera calme si on écoute » et « La nuit, le son est plus fort ». Ces notes ajoutent au dessin une sensation d'anxiété,
l'attente de quelque chose d'inévitable. Mais la découverte principale se trouve sur la dernière page. L'écriture est la même, les lignes sont inégales, mais lisibles. Une seule phrase, écrite plus gros que les autres. Papa dit qu'on doit partir avant que ça n'entre. Ce n'est pas une simple phrase, c'est un marqueur temporel direct. Toute la logique d'Arthur, sa peur du signal extérieur, atteint ici sa limite. Il ne s'est pas seulement isolé, il attendait le moment où quelque chose devait entrer. Et la famille se préparait à partir, sans préciser où. Pour l'enquête, cette inscription devient le symbole de l'acte final de la famille Haven. Après cela, il n'y a plus aucune cassette dans les enregistrements, aucune trace, aucune explication, aucun plan. Tout s'arrête. Cette courte phrase transforme toute l'enquête, d'une histoire de folie en une histoire de décision, préméditée, réfléchie, peut-être même préparée. Et c'est à partir de ce moment que l'enquête cesse de considérer leur disparition comme la conséquence d'une maladie. Il s'agit désormais de quelque chose de bien plus conscient. Après l'expertise du carnet et la conclusion des psychologues, l'enquête se retrouve brièvement dans une impasse. Tout indique que l'histoire de la famille Haven est le résultat d'une dépression mentale progressive, où les frontières entre la réalité et les idées obsessionnelles se sont définitivement effacées. Mais l'un des enquêteurs, l'inspecteur principal Randall, porte son attention sur un détail que les autres jugent insignifiant. Arthur ne parlait pas seulement d'un signal, il le qualifiait de « permanent ». Et dans les enregistrements, cela est répété des dizaines de fois. Un fond sonore constant, ne cessant ni le jour ni la nuit. Pour vérifier ce point, des ingénieurs acousticiens du comté voisin sont invités à l'adresse des Haven. Leur mission, effectuer une analyse spectrale de l'environnement sonore de la maison. Cela ne fait pas partie de la procédure standard, mais à ce stade, les enquêteurs ont déjà rencontré assez d'étrangetés pour n'exclure aucune possibilité. Les mesures commencent tôt le matin. Tout l'équipement est éteint, les fenêtres sont fermées pour minimiser le bruit de la rue. Après quelques minutes, les instruments détectent une vibration stable. Elle est imperceptible à l'oreille, mais sur l'écran de l'oscilloscope, une ligne nette apparaît. Un bruit de basse fréquence d'environ 19 Hz. C'est une fréquence située en dessous de la plage de perception humaine. De tels sons peuvent ne pas être entendus, mais être ressentis par le corps, par des vibrations, une pression dans les oreilles, de légers vertiges. Les ingénieurs effectuent des mesures répétées dans différentes parties de la maison. Plus on se rapproche du sous-sol, plus le signal est fort. L'une des expertes, une acousticienne expérimentée dans le travail sur des sites industriels, note que de telles fréquences peuvent parfois provoquer de l'anxiété, de l'insomnie et une sensation de présence chez les gens, surtout si l'exposition est prolongée. Cela coïncide avec les symptômes mentionnés par Arthur dans ses enregistrements. Les résultats sont transmis aux enquêteurs et une vérification de la source du signal est alors officiellement ordonnée. Pour cela, des microphones directionnels sont utilisés. Des appareils qui permettent de déterminer avec précision la direction d'où provient le son. Les mesures sont effectuées la nuit, lorsque le niveau de bruit urbain est minimal. Le point de départ est l'arrière-cour de la maison. Progressivement, les instruments guident les spécialistes vers une ligne se dirigeant vers la zone industrielle, à environ 1 km du quartier résidentiel. Ils suivent l'itinéraire, notant le niveau du signal tous les 100 mètres. Le bruit s'intensifie près d'une série de pylônes métalliques et de bâtiments en béton, une vieille sous-station électrique de la ville construite dans les années 70. Le territoire est clôturé, mais le personnel de garde autorise les ingénieurs à entrer. Lorsque les spécialistes pénètrent dans la salle des machines, les mesures indiquent un pic de vibration. L'un des transformateurs émet un bourdonnement grave qui se ressent même sans instrument. Une légère vibration dans la poitrine,
presque imperceptible, mais insistante. Les ingénieurs trouvent rapidement la cause, un défaut d'isolation dans le noyau, à cause duquel les éléments métalliques vibrent avec une amplitude microscopique, créant un infrason constant. À première vue, le défaut ne présente aucun danger, mais dans certaines conditions, si une personne se trouve à proximité pendant une longue période, surtout dans un espace clos où la vibration est amplifiée, il peut provoquer de légers effets psychophysiologiques. Chez certaines personnes, cela se manifeste par de l'anxiété, chez d'autres, par une sensation de pression ou même de vagues hallucinations auditives. La conclusion des ingénieurs est transmise à la police 2 jours plus tard. La formulation est brève. Source du son identifiée. Défaut électromécanique du transformateur de la sous-station numéro 7. Le niveau d'exposition ne dépasse pas les normes de sécurité. La perception subjective possible des vibrations de basse fréquence peut expliquer les plaintes des citoyens. Cette explication devient l'encre rationnelle que l'enquête cherchait depuis si longtemps. Le signal dont parlait Arthur existait réellement. Il était physiquement perceptible, mais pas dangereux. Dans des conditions normales, on aurait pu simplement ne pas le remarquer. Cependant, dans des conditions d'isolement, de stress et de tension constante, ce bourdonnement a pu devenir le catalyseur d'une dépression mentale. Les psychologues compareront plus tard cet effet à une aberration de la perception auditive, lorsque le cerveau, ne trouvant pas la source d'une irritation, commence à l'interpréter comme quelque chose de sensé. Arthur, avec sa formation technique, a probablement tenté d'expliquer ses sensations à travers le prisme de la logique qui lui était familière, mécanique, précise, basée sur des mesures. C'est ainsi qu'est née l'idée du signal, derrière lequel se cache quelque chose de plus qu'un simple son. L'enquête dispose désormais d'une ligne directrice claire. La combinaison d'un bourdonnement de basse fréquence et d'un isolement social prolongé a pu être le déclencheur de toute la chaîne d'événements. Cependant, cette conclusion n'apaise pas. Si l'on part du principe que la famille percevait réellement ce signal comme une menace, alors leurs actions ultérieures, l'auto-isolement, les fenêtres scellées, la destruction des appareils, ne deviennent pas de la folie, mais une tentative de protection. Certes irrationnelle, mais logique dans leur système de coordonnées internes. Les ingénieurs réparent le défaut de la sous-station, le bourdonnement disparaît. Mais pour l'enquête, cela n'a plus d'importance. À ce moment-là, la famille Haven avait de toute façon disparu. Il ne restait que des enregistrements, des murs couverts d'inscriptions et des dizaines d'heures de matériel vidéo où, encore et encore, le même rituel se répétait. Chiffres, listes, codes, et toujours le même Arthur, convaincu qu'ils agissaient pour leur salut. Paradoxalement, c'est l'explication rationnelle du signal qui a renforcé la version initiale de l'enquête. Il est devenu évident qu'il n'y avait eu aucune intervention extérieure. Tout ce qui s'était passé était la conséquence d'une perception humaine poussée à l'extrême. Et maintenant, la tâche de l'enquête n'est plus de chercher une source de menace extérieure, mais de comprendre ce qui a poussé ces personnes à faire le dernier pas lorsque le son s'est enfin tu. À ce stade, l'enquête a déjà traité tout ce qui concerne la dernière année de la vie de la famille Haven: enregistrements, objets, traces numériques, témoignages des voisins. Mais plus ils approfondissaient, plus il devenait évident que l'explication de leur isolement et de leur peur ne se trouvait pas dans les événements des derniers mois, mais bien avant. Quand un système commence à s'effondrer, sa racine se trouve presque toujours dans le passé. Et un jour, un détective du service d'analyse propose de mener une vérification biographique complète de la famille, en se concentrant sur les archives médicales et les données de l'état civil. Officiellement, c'est une procédure de routine, mais les résultats de cette vérification changent l'orientation de l'enquête.
Dans les documents de naissance et les registres familiaux, on découvre une ligne qui n'avait été mentionnée dans aucune interview, ni dans aucun dossier de police. En plus de Sarah, la famille Haven compte un autre enfant, Michael. Date de naissance 2004. Dans la colonne date de sortie, une mention 2009. Cette découverte choque l'enquête. Ni dans les archives scolaires, ni parmi les voisins, personne ne le connaissait. Dans la maison, il n'y avait aucune photo, aucun objet personnel qui rappelait son existence. Tout ce qui aurait pu l'indiquer semblait avoir été effacé. Des demandes ultérieures aux archives hospitalières confirment. Michael Haven est décédé à l'âge de 5 ans. Le diagnostic, une maladie dégénérative rare affectant le système nerveux. La maladie progresse lentement, mais inévitablement. À l'époque, la médecine ne pouvait proposer aucun traitement. D'après les dossiers médicaux, Arthur et Eleanor ont consulté des dizaines de spécialistes, envisageant même des programmes expérimentaux, mais tous leurs efforts se sont soldés par un échec. La mort de Michael est survenue 2 ans avant le licenciement d'Arthur de l'usine. Et c'est précisément après cet événement que la famille a commencé à s'éloigner progressivement du monde extérieur. D'abord, des absences au travail, puis la vente de la voiture, la cessation des contacts sociaux, le changement de cercle d'amis. Selon les souvenirs des voisins, c'est à cette période qu'Eleanor a cessé de se rendre à la bibliothèque où elle travaillait depuis près de 10 ans. Et Sarah a cessé de fréquenter l'école pour passer à l'enseignement à domicile, bien qu'elle ait été une élève brillante auparavant. Tout cela s'inscrit dans une séquence logique. La perte, l'isolement, la formation d'une mythologie interne dans laquelle la maison devient le seul espace sûr. Et c'est cette idée de sécurité qui commence maintenant à résonner différemment. Lorsque les enquêteurs retournent aux enregistrements vidéo, ils les regardent déjà sous un autre angle. Désormais, chaque fragment, chaque phrase d'Arthur n'est plus perçue comme une manifestation de folie, mais comme une tentative de retenir quelque chose de perdu. Sur l'une des cassettes, tournée peu avant la disparition de la famille, Arthur est assis dans le sous-sol, à la même table où l'on trouvera plus tard le magnétoscope. La caméra est immobile, le son est faible mais audible. Il ne s'adresse à personne en particulier, mais semble se parler à lui-même. Nous sommes prêts. Tout a été calculé. Tout a été enregistré. Nous avons fait ce qu'il fallait. Là où il est, il n'y a plus de bruit. Il fait une pause, se penche en arrière sur sa chaise, regarde droit dans l'objectif. « Michael, nous venons te rejoindre, là où c'est sûr. » Ces mots deviennent la clé. Il relie tout, la maladie du fils, la perte, l'auto-isolement, la peur du « signal » et le système rituel construit autour de chiffres et d'inscriptions. Pour Arthur, l'idée du départ se transforme en une forme de salut, au sens littéral du terme, en une tentative de se réunir avec celui qu'il a perdu. Les psychologues qui ont étudié cette affaire notent que de tels cas ne sont pas uniques. Lorsqu'une personne perd un proche, surtout dans des conditions de tension émotionnelle prolongée, la conscience construit parfois sa propre logique de salut. Ce n'est pas une tentative de nier la réalité, c'est une façon de la réécrire pour qu'elle cesse d'être insupportable. Eleanor, à en juger par les enregistrements vidéo, accepte totalement cette idée. Elle ne conteste pas, ne résiste pas, mais suit plutôt. Pour elle, le départ devient la promesse du repos, la délivrance d'une peur et d'une douleur sans fin. Sarah, au contraire, tente jusqu'au bout de comprendre ce qui se passe, comme en témoignent ses notes. Mais même dans celle-ci, il n'y a pas de déni, seulement une question. Quand cela finira-t-il ? Lorsque l'enquête rassemble tous les éléments,
il devient clair que la maison des Haven n'est pas seulement un lieu d'isolement. C'est un mécanisme de mémoire soigneusement construit. Chaque mur couvert de chiffres, chaque livre, chaque cassette est un moyen de maintenir le lien avec le passé, avec Michael, avec ce moment où la vie avait encore une structure. Arthur n'était pas simplement un homme qui avait perdu le contrôle. Il était un ingénieur, habitué à tout mesurer. Lorsque la logique habituelle s'est effondrée, il en a construit une nouvelle, fermée, mathématique, où l'ordre pouvait être restauré par les chiffres et les calculs. Il n'a pas pu accepter le chaos et a donc transformé son chagrin en système. La phrase « là où c'est sûr » résonne maintenant différemment. Ce n'est pas une simple image de son délire, mais le point où la réalité et la foi se sont entremêlées. Et si l'on regarde tout ce qui s'est passé sous cet angle, il devient évident que leur disparition n'était pas une fuite, mais l'exécution d'un plan interne où chaque étape était calculée à l'avance. À partir de ce moment, l'enquête ne considère plus les Haven comme des victimes des circonstances. Il s'agit désormais d'une décision vers laquelle ils se sont dirigés pendant des années, pas à pas. La prochaine tâche est de comprendre ce qu'ils ont fait exactement pour aller là où c'est sûr. Il ne restait qu'une seule cassette dans les archives. Elle était à part des autres, sans étiquette, avec seulement une date écrite au marqueur noir, 24 mai 2011. Cette date coïncidait avec le dernier moment confirmé où quelqu'un avait vu la famille Haven en vie. Après, le silence. Pas d'appel, pas de transaction, pas de trace de mouvement. L'enquêteur, tenant la cassette entre ses mains, comprenait que ce n'était pas juste un autre enregistrement, c'était la fin, le dernier fragment. La réponse, si tant est qu'elle existe. Le visionnage fut organisé dans une pièce séparée, sous le contrôle de la police scientifique. La lumière était tamisée, sur la table un vieux magnétoscope connecté à un moniteur. Lorsque la cassette commença à défiler, la bande grésilla, l'écran trembla légèrement, comme sous tension, et l'image émergea progressivement du bruit gris. La caméra était sur un trépied dans le sous-sol, la même pièce où des dizaines d'autres enregistrements avaient été tournés. Des murs nus, des fils, une table en métal, le sol jonché de feuilles couvertes de formules et de chiffres. Mais maintenant, tout semblait différent. La pièce était impeccablement propre. Aucun objet ne traînait. Même la poussière semblait avoir été essuyée. Au centre, 3 personnes. Arthur, Éléonore et Sarah. Tous vêtus de la même manière, de simples chemises grises, des pantalons, pieds nus. Leur visage était calme, concentré, sans trace de panique ou de doute. En arrière-plan, on voyait la trappe fermée menant au premier étage. Le son indiquait que le silence régnait dans la maison, un silence total, sourd, comme si rien n'existait plus au-delà des murs. La caméra produisait un léger bruit de fond, fixant une scène statique. Pendant les premières minutes, ils restèrent simplement debout, en silence. Puis, Arthur fit un pas en avant. Il se plaça juste en face de l'objectif, regardant la caméra comme si ce n'était pas un appareil, mais un être vivant. Sa voix était grave, posée, et dès les premiers mots, il devint clair qu'il ne s'adressait à personne. Il consignait, comme toujours. Protocole 24, fin du cycle. Il marqua une pause, tourna la tête vers Éléonore et Sarah. Elles se tenaient immobiles, les yeux baissés, les bras croisés sur la poitrine. Arthur regarda de nouveau l'objectif. Phase de préparation achevée. Barrière établie. Interférence extérieure éliminée. Processus stabilisé. Sa voix ne tremblait pas. Il prononçait tout comme un ingénieur faisant un rapport sur une tâche accomplie. Il n'y avait aucune émotion dans ses phrases, seulement de la structure, claire, logique,
terriblement rationnel. Puis il fit un pas de côté, révélant le mur. Là, des rangées de chiffres tracés avec précision au marqueur noir. Mais maintenant, des lignes s'y ajoutaient, se croisant pour former un symbole, comme des coordonnées, mais avec une symétrie brisée. En dessous, une inscription, également manuscrite. Transition, circuit ascendant. Arthur posa la paume de sa main sur le mur, comme pour en vérifier la solidité. Puis il se retourna vers la caméra. Nous sommes prêts. Après, le silence. Nous passons de l'autre côté. Il prononça cela calmement, presque avec soulagement. Puis il hocha la tête, comme pour donner un signal invisible. Éléonore s'approcha de la table, prit un petit carnet, celui-là même qui serait retrouvé plus tard à l'intérieur de la poupée. Elle le serra contre sa poitrine et dit doucement « Maintenant, tout sera calme. » Sarah se tenait un peu en retrait, son regard n'était dirigé ni vers ses parents, ni vers la caméra. Elle regardait sur le côté, vers l'escalier, comme si elle y voyait quelque chose que l'objectif ne captait pas. Ses lèvres bougeaient à peine, sans un son. Après cela, Arthur s'approcha de la caméra et posa la main sur le bouton d'alimentation, mais sans l'enfoncer. Il s'arrêta une seconde, se pencha plus près, de sorte que l'écran ne fut rempli que de son visage, et il prononça la dernière phrase. « Si tu regardes ceci, c'est que la barrière a fonctionné. N'essaie pas d'ouvrir le circuit. » Clic. Il recula, la caméra continua d'enregistrer. Dans le champ, on vit les 3 personnes se diriger vers le coin le plus éloigné du sous-sol. Là, derrière une étagère, se cachait une porte, basse, métallique, qui n'avait pas été remarquée sur les autres enregistrements. Éléonore l'ouvrit. Derrière, l'obscurité. Ils entrèrent l'un après l'autre. Arthur passa le dernier. Il ne se retourna pas. La porte se referma. Le cliquetis du métal résonna dans la pièce. Après cela, plus rien. La caméra resta allumée. L'image était statique, un sous-sol vide, un cadre immobile, un léger bruit de fond. Cela dura 4 heures. Parfois, le capteur de mise au point se déclenchait de lui-même, comme s'il réagissait à un mouvement, mais rien ne se passait dans le champ. Quand l'enregistrement s'interrompit, un bref écran de neige blanche apparut, suivi d'un écran noir. L'enquêteur regarda jusqu'à la fin, sans avancer rapidement. Tout le temps, 4 heures de silence. C'était l'heure interrogatoire, sans parole, sans présence, mais avec une clarté absolue. Chaque action, chaque détail en disait plus que n'importe quel aveu. Après cette cassette, il ne restait plus de zone d'ombre dans l'affaire. La famille n'avait pas disparu par hasard. Tout ce qu'ils avaient fait était conscient, calculé et mené à son terme. Mais personne ne put jamais expliquer ce qu'Arthur entendait exactement par « l'autre côté ». C'est avec cette phrase que l'enquête atteignit un nouveau niveau, là où la frontière entre la logique et la foi s'efface complètement. Après le visionnage de la dernière cassette, la maison des Haven cessa d'être un simple lieu de crime. Elle devint un labyrinthe, construit par un homme qui avait tenté de modifier la réalité à sa convenance. Les enquêteurs y retournèrent une 3e fois. Cette fois, non pas pour analyser des enregistrements ou des symboles sur les murs, mais pour répondre à une seule question concrète. Comment la famille avait-elle quitté la maison si toutes les sorties étaient verrouillées de l'intérieur et les fenêtres solidement barricadées? La maison fut inspectée de fond en comble, le grenier, le sous-sol, les planchers, les conduits de ventilation. Tout ce qui aurait pu être une issue, une impasse ou un passage était fermé. Mais sur le dernier enregistrement, ils étaient partis. Il devait donc exister une voie de sortie physique. La recherche de cette voie devint la tâche principale.
un expert en construction spécialisé dans les bâtiments anciens fut appelé pour l'inspection. La maison des Haven avait été construite en 1954 et avait été rénovée plusieurs fois depuis. Dans les archives, on trouva un ancien plan des canalisations, mais il ne correspondait pas à la structure actuelle des lieux. Cela concernait particulièrement le sous-sol, celui-là même où la caméra avait été installée. L'équipe descendit. L'espace semblait presque stérile. Après les premières inspections, la poussière et les débris avaient été enlevés, mais l'air restait lourd, avec une odeur caractéristique d'humidité et de métal. Sur les murs, on voyait encore des traces de formules et de chiffres, mais plus personne n'y prêtait attention. Toute l'attention était portée sur l'architecture. L'ingénieur longea les murs, tapotant le béton avec un maillet en caoutchouc. Le son était sourd, régulier, jusqu'à ce qu'il arrive dans le coin le plus éloigné, derrière une haute étagère de conserve. Là, il entendit quelque chose de différent. Un coup sourd et un léger écho, comme s'il y avait un espace derrière le mur. L'étagère fut déplacée avec précaution. Derrière elle, une partie de la maçonnerie légèrement différente du reste de la surface. La couleur du béton était plus foncée, la texture moins granuleuse. Il semblait que le mur avait été refait relativement récemment. L'enquêteur s'approcha, posa la main dessus. La pierre était froide, mais humide, comme si de l'air passait de l'autre côté. La décision fut prise instantanément. Ouvrir. D'abord, avec précaution, pour ne pas endommager d'éventuels indices. Un petit perforateur fut utilisé. Après quelques minutes de travail, le béton commença à s'effriter, révélant une couche de vieilles briques. 5 minutes plus tard, les briques s'effondrèrent, laissant place au vide. L'un des officiers pointa sa lampe de poche dans l'ouverture. Le faisceau de lumière glissa sur des surfaces métalliques et se perdit au loin. Ce n'était pas une simple niche ou une cavité dans le mur. C'était un couloir, étroit, mais assez large pour y passer en se penchant. L'air qui en sortait était froid, avec une odeur à peine perceptible de terre et de rouille. L'enquêteur fut le premier à regarder à l'intérieur. Sur le sol, on voyait une couche de poussière, mais plus près du centre, des traces, faibles, effacées par le temps, mais reconnaissables. Directement sur la fine pellicule de poussière, des empreintes de pieds nus menant vers l'intérieur. Le couloir descendait en pente douce, à hauteur d'homme. Les murs étaient en béton, avec de rares traces d'anciennes fixations. Il semblait qu'une ligne technique passait autrefois par là. Un tel couloir ne figurait sur aucun des anciens plans. Les archivistes confirmeraient plus tard que certaines des maisons de ce quartier avaient été construites sur des réseaux de communication d'avant-guerre, et que les tunnels avaient ensuite été condamnés et oubliés. Les enquêteurs avancèrent, les lampes de poche éclairant l'espace. Après 10 mètres, le tunnel tournait, et là, une porte en métal, rouillée, mais fermée non pas par une serrure, mais par un verrou de l'intérieur. Ils l'ouvrirent. Derrière la porte, une sortie vers l'extérieur. Une ouverture étroite menait directement à un ravin envahi de mousse et de broussailles, à la limite du terrain. Quand l'enquêteur sortit, le soleil se couchait déjà. Devant lui, une forêt s'étendant sur près d'1 kilomètre. La maison restait derrière, cachée par une ligne d'arbres. C'est là, selon toute vraisemblance, que les Haven étaient partis. Aucun voisin n'aurait pu les remarquer. Le tunnel débouchait dans un ravin isolé, invisible de la route comme du ciel. Sur le sol, on trouva une vieille trace de chaussure, presque effacée par les pluies, mais la direction correspondait. Un sentier à peine visible parmi les feuilles sèches menait plus loin, dans la forêt. Là où se terminaient les propriétés résidentielles et commençait le territoire d'une ancienne installation industrielle désaffectée depuis longtemps.
Ce tunnel devint la preuve qui détruisit définitivement l'aura de mystère. Il n'y avait eu aucune disparition. La famille était simplement partie, consciemment, de manière organisée, avec un itinéraire préparé à l'avance. Chaque pas, chaque inscription, chaque symbole sur les murs faisait partie d'un seul et même plan. Quand l'ingénieur retourna au sous-sol, il remarqua un autre détail. Le béton autour de la brèche était recouvert d'une couche fraîche de mastic à l'intérieur. Arthur avait refermé le passage derrière lui. Peut-être que pour lui, ce n'était pas seulement une voie de fuite, mais la ligne de démarcation finale entre le vieux monde et le nouvel espace qu'il appelait l'autre côté. Il ne restait plus à l'enquête qu'une chose à faire, suivre leurs traces. Le tunnel avait donné une direction, mais pas de réponse. Au-delà de la maison commençait un nouveau territoire, silencieux, envahi par la végétation, mais qui recelait peut-être la suite de cette histoire. Une fois le tunnel découvert et la voie de fuite confirmée, l'enquête revint enfin au détail le plus étrange de l'affaire, les murs. Dans la maison des Haven, il n'y avait pas une seule surface propre, chaque mètre était couvert de chiffres. Au début, cela semblait être un ensemble de symboles dénués de sens. Puis il s'est avéré que derrière chaque rangée se cachait un livre. Chaque nombre indiquait une page, une ligne, un mot. Et si on les assemblait tous, on pouvait lire ce qu'Arthur avait tenté de transmettre. Ce n'était pas une simple fixation obsessionnelle, c'était un message, un code, laissé par quelqu'un qui était convaincu qu'il ne serait compris qu'après son départ. Pour déchiffrer ce langage, on fit appel à des linguistes, des cryptographes et des spécialistes en psycholinguistique. Le travail prit des mois, des milliers de lignes, des centaines de livres, des tableaux croisés, la comparaison de combinaisons numériques. Chaque chiffre, chaque marque fut vérifié manuellement. Tout cela ressemblait à de l'archéologie. Les couches de sens étaient retirées les unes après les autres, mais au lieu de la logique, c'est le chaos qui se révélait. Parfois, le même nombre indiquait des mots différents. Parfois, des pages manquaient tout simplement. Parfois, les codes ne menaient pas à des mots, mais à des espaces vides. Ce n'était pas un message, c'était la trace d'une pensée. Une tentative de consigner quelque chose qui échappait au langage. Les linguistes essayèrent de réarranger les fragments, de chercher des structures récurrentes. Mais la syntaxe était totalement absente. Pas de phrases, pas de liens grammaticaux, seulement des mots, jetés dans l'espace. Comme si l'auteur avait tenté non pas de transmettre un sens, mais de fixer un rythme. Certaines combinaisons se répétaient des dizaines de fois, comme des mantras. D'autres n'apparaissaient qu'une seule fois et jamais plus. Ce n'était pas un texte au sens habituel du terme, c'était un flux, des fragments bruts de conscience qui donnaient littéralement la migraine aux linguistes. Une fois le matériau traité, il fut visualisé. Le résultat fut une image étrange, un nuage de mots étiré en une figure asymétrique ressemblant à un entonnoir. Au centre, quelques mots qui se répétaient le plus souvent. Ils devinrent la clé, la dernière confession d'Arthur Haven, son aveu singulier, chiffré dans des nombres, des lignes et des livres. Le premier mot, silence. Il apparaissait dans presque chaque combinaison, parfois au singulier, parfois au pluriel. Le silence avait une signification particulière pour Arthur. Non pas l'absence de son, mais un état où rien ne perturbe la perception. Le deuxième, sécurité. Il suivait le silence comme un objectif. Tout ce que faisait la famille, tous leurs rituels, leur isolement, leurs calculs, tout visait à créer un espace sûr, dans leur esprit, non pas physique, mais conceptuel. Le troisième, signal.
Ce mot, au contraire, était presque toujours utilisé sous une forme négative. Signal interférence, signal danger. Le signal était devenu pour Arthur synonyme de menace extérieure. Ensuite, porte apparaît comme une image, un symbole. Parfois, en combinaison avec les mots circuit ou entrée. C'est peut-être ce qui a donné son nom à l'expression « l'autre côté ». Le suivant, protocole. On le retrouve sur toutes les cassettes, dans toutes les notes, et il se répète maintenant dans le code. Pour lui, le protocole est la loi de la transition, l'ordre des actions, la garantie que le processus est achevé. Et le dernier mot, pour toujours. Ce mot se répète plus souvent que les autres, bien qu'il ne soit jamais à côté des autres, toujours à part, sur des pages séparées, dans des rangées distinctes, parfois en diagonale, parfois simplement composées de chiffres correspondant aux lettres. Quand les cryptographes terminèrent leur travail, l'enquête se retrouva face à un tableau non pas de folie, mais de conviction absolue. Ce n'était pas un simple délire, c'était une foi. La foi en la possibilité de quitter un monde bruyant et chaotique pour passer là où le silence n'est pas l'absence de son, mais une forme d'existence. Ainsi s'achevait leur code. Ni une confession, ni un aveu de culpabilité, mais une prière mathématique. Il n'y avait pas de repentir, pas de demande de pardon, seulement une intention consignée, partir pour toujours. Cette phrase devint la dernière confirmation qu'Arthur avait mené son plan à son terme. Mais il restait à l'enquête une dernière étape, comprendre où se terminait le tunnel de leur départ et ce que signifiait exactement l'autre côté. Une fois la maison et tous ses secrets enfin élucidés, il ne restait à l'enquête qu'une seule piste inexplorée, leur itinéraire après leur sortie. Le tunnel menait à un ravin derrière la maison, mais c'est là que tout s'arrêtait. Où s'étaient-ils rendus ensuite? Quelle était leur destination finale? Personne ne le savait. La logique suggérait que s'ils avaient réellement préparé une fuite, ils devaient avoir un itinéraire, et, en juger par les préparatifs, un itinéraire bien réfléchi. Le ravin où débouchait le tunnel se trouvait dans un creux, envahi par la mousse et de jeunes pousses. Le sentier qui partait de la trappe était à peine visible. Les enquêteurs agirent avec une extrême prudence. Chaque mouvement fut consigné, chaque empreinte photographiée. Le sol humide conservait mal les traces, mais par endroits on distinguait de légers contours de pieds enfoncés, comme si quelqu'un était passé par là pieds nus, prudemment, en essayant de ne pas faire de bruit. Les traces se dirigeaient vers la forêt. Quelques mètres plus loin, la terre devint plus meuble, comme si quelqu'un y était passé récemment. Les enquêteurs marquèrent les traces, établirent un plan. La décision fut prise rapidement, faire appel à des maîtres chiens. Si l'odeur était encore présente, un chien pourrait déterminer la direction. Une équipe arriva avec 2 chiens entraînés. On leur fit sentir des objets trouvés dans la maison. Un fragment de vêtement et un vieux carnet qui, selon les experts, appartenait à Sarah. Les chiens réagirent instantanément. L'un prit la piste immédiatement, le second hésita un peu, puis tira fermement dans la même direction. La colonne se forma et commença à avancer à travers la forêt dense. Les branches craquaient sous les pieds, l'air était lourd, empli d'une odeur d'humidité. De temps en temps, le chien s'arrêtait, reniflait le sol, tournait la tête, puis repartait. La piste tenait toujours. Elle passait entre de vieux sapins, le long d'un ruisseau, et entraînait progressivement le groupe de plus en plus loin du secteur résidentiel. Environ 1 kilomètre plus loin, la piste commença à dévier, montant maintenant vers un chemin de terre abandonné. L'endroit était désert depuis une vingtaine d'années. Autrefois,
C'était une route d'accès à une installation industrielle, mais elle était maintenant envahie par l'herbe et les buissons. Et c'est là que le chien s'arrêta brusquement. L'enquêteur s'approcha, éclaira avec sa lampe de poche. Sur la terre humide, une trace de pneu distincte. Pas une seule, mais plusieurs, se croisant en angle. À en juger par la forme, il s'agissait de pneus de voitures de tourisme de taille moyenne. La profondeur de l'empreinte indiquait que la voiture était restée là un certain temps, peut-être en attente. Au bord de la route, on trouva des débris de plastique, un morceau de phare, un peu de verre. Leur état indiquait qu'ils n'étaient pas là depuis plus de 10 ans, peut-être même moins. Tout correspondait dans le temps. L'équipe vérifia les bases de données. Quelques heures plus tard, la confirmation arriva. Une berline grise de 2005 était enregistrée au nom d'Arthur. La voiture était portée disparue. Elle ne se trouvait dans aucun garage, aucune fourrière, ni dans les bases de données des compagnies d'assurance. Depuis le jour de la disparition de la famille, elle n'avait été signalée nulle part. Les enquêteurs en conclurent que la fuite avait été planifiée à l'avance. La voiture avait été sortie du garage de nuit, peut-être quelques jours avant la disparition. Quelqu'un aurait pu la conduire ici pour l'utiliser ensuite comme moyen de transport. L'inspection se poursuivit le long de la route. Par endroits, on voyait des traces de pneus partant sur le côté, sur un vieux chemin menant à l'autoroute. Le sol était meuble et les empreintes se perdaient rapidement, mais la direction était claire. De là, on pouvait rejoindre la route principale et ensuite n'importe où. Le chien perdit définitivement la piste sur le bas-côté, là où l'asphalte se mêlait à la boue. Pour l'enquête, c'était la frontière entre le connu et l'inconnu. Au-delà de cette limite, tout disparaissait. L'odeur, les empreintes, l'itinéraire. Le fait qu'ils aient quitté à maison et soient partis en voiture transforma toute l'affaire, d'une histoire mystique et confinée, en une véritable enquête, avec une géographie, des dates et des itinéraires. Ce n'était plus la légende d'une famille qui s'était évaporée entre ses murs, c'était un départ soigneusement planifié, et maintenant, l'enquête savait que les Haven n'étaient pas morts, ils étaient partis. L'avis de recherche de la voiture fut diffusé à toutes les patrouilles. Modèle, couleur, numéro d'immatriculation. On vérifia les caméras de surveillance, les autoroutes, les stations-service, les parkings, tout ce qui aurait pu enregistrer le véhicule. L'enquête sortit officiellement des limites de la ville et l'affaire des Haven devint fédérale. Mais même avec toute la rationalité de cette version, il restait dans les dossiers quelque chose qui ne cadrait pas avec la logique, car dans chaque pas de cette famille, il y avait une étrange systématicité, inhabituelle pour des fugitifs, comme s'ils ne se contentaient pas de s'échapper. Ils suivaient une instruction, et cette instruction était toujours en cours. Après la diffusion de l'avis de recherche dans tous les États, l'affaire des Haven fut progressivement classée dans la catégorie des affaires de longue haleine. La voiture fut recherchée partout, sur des parkings, près de motels, de stations abandonnées, le long des autoroutes et dans des zones protégées. Des centaines de signalements, des dizaines de fausses pistes. À chaque fois, le même constat. La marque et la couleur correspondaient, mais pas les plaques d'immatriculation. Les mois passèrent, mais le résultat restait le même. Tout était figé en un point, comme si l'histoire elle-même interdisait d'avancer. Ce n'est que 6 mois plus tard, au début du mois d'octobre, qu'un message arriva d'une patrouille routière de l'autre bout du pays. Un véhicule ressemblant à la berline recherchée avait été découvert sur le parking d'un parc national, à plus de 300 miles d'Elkton. Les patrouilleurs avaient décidé de le vérifier, car la voiture était garée au même endroit depuis trop longtemps. Lorsque les policiers ouvrirent la portière du conducteur, il devint évident que c'était bien leur véhicule. Le numéro de châssis correspondait. Même la vieille éraflure sur la portière arrière, enregistrée dans la base de données, était la même.
À l'intérieur, un ordre parfait. Aucune trace de lutte, aucun objet personnel, aucune note. La boîte à gants était vide. Sur le tableau de bord, la clé était dans le contact. Le réservoir d'essence était au quart plein. On avait l'impression que le conducteur avait simplement garé la voiture et était parti, sans la fermer à clé. La vérification montra que le véhicule était sur le parking depuis au moins 2 mois. Pendant ce temps, des dizaines de touristes avaient pu le voir, mais personne n'y avait prêté attention. Les caméras de surveillance à l'entrée du parc étaient hors service depuis 1 an. Les employés du parc n'avaient rien remarqué non plus. La voiture était garée dans un coin reculé, sous les arbres. L'enquête se rendit sur les lieux. Autour, une épaisse forêt de conifères, des sentiers menant à la rivière. Une couche d'aiguilles de pin tombées entourait la voiture, comme si la nature elle-même avait tenté de dissimuler les traces. L'inspection ne révéla rien de nouveau, ni empreintes, ni cheveux, ni documents. Même les traces de pneus menant au parking avaient été effacées par les pluies. Tout semblait avoir été fait pour qu'il ne reste aucune trace de leur passage. Une opération de recherche fut lancée. Pendant 2 semaines, policiers et volontaires ratissèrent la zone avec des drones, des caméras thermiques et des chiens. Le rayon de recherche fut étendu à 20 km. Les forêts de la région étaient denses, parfois marécageuses, avec d'anciennes mines et grottes. Mais tout fut en vain. Ni vêtements, ni traces de campement, ni objets. Absolument rien. L'opération fut interrompue. Lorsqu'il devint clair qu'il était inutile de continuer. Le rapport officiel consigna le dernier emplacement connu de la famille, le parking du parc national. Après cela, la piste s'arrêtait. Aucune opération bancaire, aucun enregistrement, aucun achat de carburant, rien. Comme s'ils avaient cessé d'exister. L'affaire ne fut pas classée, mais suspendue. La formulation était sèche et officielle. La famille Haven est déclarée portée disparue. L'enquête est suspendue jusqu'à l'apparition de nouvelles données. Cette décision fut pour l'enquête une sorte de verdict. Sans procès, sans accusation, sans réponse. Toutes les preuves se résumaient à une chaîne d'actions logiques qui s'interrompait brutalement à la fin, comme si quelqu'un avait soigneusement arraché la dernière page. Et dans les archives, sur la dernière feuille du dossier, une courte note au crayon de la main de l'enquêteur. S'ils cherchaient vraiment le silence, ils l'ont trouvé. Ainsi s'achève la partie officielle de cette histoire. Mais au-delà, il reste des rumeurs, d'étranges coïncidences, et des gens qui affirment avoir vu Arthur des années plus tard, dans d'autres villes, sous d'autres noms. À partir de ce moment, l'histoire des Haven cesse d'être une enquête pour devenir une légende. Après la clôture de l'enquête, la maison des Haven resta vide pendant près de 3 ans. Personne n'osait s'y installer, bien que le bâtiment ne soit officiellement considéré ni maudit ni en mauvais état. Simplement, quiconque venait avec l'intention de commencer des travaux ou une inspection repartait avant la fin de la journée. On disait qu'on y sentait quelque chose d'anormal, un silence trop dense, comme si l'air n'y laissait passer aucun son. Lorsque des parents éloignés d'Arthur intervinrent, la décision fut rapidement prise. La maison fut déclarée inhabitable et sa démolition fut ordonnée. Les ouvriers commencèrent les travaux au printemps, tôt le matin, pour finir avant la tombée de la nuit. Sur le papier, tout était standard, 2 étages, un sous-sol, une dépendance, un vieux garage. Mais en réalité, la maison semblait résister. Chaque clôt, chaque planche, comme s'ils étaient solidement fixés. Les marteaux se brisaient, et le son des outils était étrangement étouffé, comme absorbé par l'espace lui-même. À la fin de la semaine, la maison fut finalement démolie. On ne laissa que les fondations et un morceau de la dalle en béton à l'entrée du sous-sol, là où les engins n'avaient pas pu accéder.
Les ouvriers racontèrent plus tard qu'au centre même de la cour, il y avait une légère odeur de métal, bien qu'aucun câblage ni aucune canalisation n'ait été trouvé sous cet endroit. Quelques mois plus tard, tout fut rasé. Il y a maintenant un terrain vague, plat comme une règle. Pas de plaques, pas de clôture. Seulement de l'herbe qui y pousse plus dense que sur les pelouses voisines. Mais le sort des pièces à conviction est bien plus étrange. Après la suspension de l'affaire, tous les enregistrements trouvés dans la maison furent transférés aux archives du comté, au sein du département de police. Y sont désormais conservées 21 cassettes vidéo, le carnet de Sarah, des fragments de pages chiffrées et des échantillons des murs avec les chiffres. Tout est emballé dans des boîtes d'archives, avec des numéros et des signatures. Dans la base de données, ils sont répertoriés comme « Affaire 2011-143, famille Haven, non élucidée ». Une fois par an, les employés des archives font un inventaire. Les cassettes sont vérifiées pour s'assurer que la bande ne se détériore pas. L'un des techniciens a raconté que, chaque fois qu'il les passe sur l'équipement de vérification, une légère vibration de l'image apparaît pendant 1 seconde, comme si la caméra ne filmait pas une pièce, mais quelque chose qui ondulait dans l'air. Puis l'image se stabilise et l'enregistrement se poursuit normalement. Aucun défaut technique ni dommage externe n'a été constaté sur les bandes. Quelques années plus tard, lorsqu'une partie des archives commença à être numérisée, les copies de ces cassettes n'apparurent jamais dans les bases de données publiques. Officiellement, en raison de l'absence de demande de la part de l'enquête. Officieusement, parce que ceux qui avaient essayé de les numériser se plaignaient que l'équipement se bloquait sur les mêmes images. Les ingénieurs n'ont trouvé aucune explication logique. Le carnet de Sarah a également été conservé. L'encre a pâli, mais les pages sont intactes. Sur certaines, on peut voir des empreintes de doigts, comme si quelqu'un l'avait feuilleté après sa saisie. Les archives n'indiquent pas qui. Un jour, un journaliste local spécialisé en histoire a demandé à consulter le dossier, mais sa demande a été refusée. Le motif, accès restreint en raison du statut indéterminé de l'enquête, ce qui signifie que, formellement, l'affaire est toujours ouverte. Pour la ville, l'histoire des Haven est devenue une sorte de mythe local. Le soir, des adolescents se rendent sur le terrain où se trouvait autrefois la maison et se racontent des légendes. Certains disent y avoir entendu un bourdonnement, d'autres affirment avoir vu une faible lumière sous terre. Les anciens du coin haussent les épaules, parlant d'une nouvelle histoire effrayante de la ville. Mais même eux évitent de passer par là, surtout la nuit. Au fil des ans, cette histoire a cessé d'être une simple affaire dans les archives de la police. Elle est devenue un rappel que la frontière entre la folie et la foi en sa propre vérité peut être plus mince qu'on ne le pense. Car les Haven n'ont pas simplement disparu, ils sont partis consciemment, pas à pas, en suivant un plan intérieur. Et tant que personne ne saura comment s'est terminé leur voyage, la ville continuera de garder le silence. La version officielle reste la même, une psychose collective, provoquée par le stress et l'isolement. La version officieuse, celle que l'on murmure au coin du feu, raconte tout autre chose. Arthur n'était pas devenu fou. Il avait simplement entendu ce que les autres ne pouvaient pas entendre. Et si l'on en croit cette version, alors peut-être que quelque part, loin de la civilisation, au-delà des cartes et des routes, la famille Haven vit toujours selon son propre protocole, dans un silence qui, pour eux, est devenu un foyer.